Merci de choisir la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Les jeunes de l'opposition dans la rue cet après-midi, ils promettent une grande mobilisation à Thiès pour dénoncer, selon eux, les dérives du pouvoir. Élection législative de juillet 2017, la liste unique de l'opposition autour de laquelle l'on a beaucoup disserté risque d'être une simple utopie. Toutes les conditions sont presque réunies pour que Manko Wattu Sénégal aille en rond dispersé. Les acteurs culturels, eux, veulent siéger à l'Assemblée nationale. Le mouvement culturel pour le changement ira aux législatives. Les explications de Djibi Guissé dans ce midi. Et puis l'audit de la SAED et du programme d'autosuffisance Henri, réclamé par l'Organisation des paysans du Sénégal. À Diawar, dans la région de Saint-Louis, l'EPS a évoqué toutes les souffrances des producteurs du delta du fleuve Sénégal. Bonjour Sohna Tambay. Bonjour Antoine Diouf. Les titres de l'actualité internationale. En Mauritanie, Oumou Kane, une des activistes jugées hier, a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Pour Amnesty International, c'est une tentative d'intimidation des défenseurs des droits de l'homme. Les 9 autres activistes ont été acquittés. Et au même moment, le président Mohamed Ould Abdelaziz choisit le 15 juillet pour tenir son référendum sur le projet de révision constitutionnelle. Au Nigeria, 7 personnes meurent électrocutées. Elles regardaient un match de football quand un câble a chuté. Dans ce journal, nous allons donner la parole à des ressortissants français établis au Sénégal. Ils se prononcent sur la présidentielle de dimanche prochain. Les titres sport avec Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Antoine. Football, demi-finale de la Ligue des champions européenne. Le Real Madrid retrouve l'Atlético Madrid. C'était l'affiche de la finale de la saison dernière. AS Monaco, Juventus de Turin. Beach Soccer, l'équipe nationale reçoit tout à l'heure le drapeau national avant de quitter ce soir Dakar pour les Bahamas et pour les besoins de la Coupe du Monde. Et puis cyclisme, Tour international du Sénégal. Top départ demain à Dakar. Nous ferons le point. Sur la chronique de Mamoudou Ibra Kane et puis point de vue sur la liste unique de l'opposition aux prochaines législatives. Est-ce que cela sera possible à votre avis? Rendez-vous aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les jeunes de Manko Wattu Sénégal se sont donné rendez-vous cet après-midi à Thiès à l'occasion d'une marche qu'ils ont initiée. Il s'agit pour ces jeunes de l'opposition de fustiger ce qu'ils appellent les dérives du pouvoir de Macky Sall. Ils entendent mobiliser des milliers de personnes. Thiès, Cheikh Anta Diop. Après leur première tentative avortée suite à l'interdiction du préfet, les jeunes de Manko Wattu Sénégal promettent de marcher aujourd'hui à travers les artères de la capitale du rail. Ndiaga Diaw, le chargé de la communication des jeunes de Manko Wattu Sénégal. Ce qui est visé, c'est mobiliser l'ensemble des partis de l'opposition de manière globale. Alors montrer la force de l'opposition à Thiès, parce que beaucoup de responsables du pouvoir ont tendance à dire que ces jeunes de l'opposition ne peuvent mobiliser 10 personnes. Aujourd'hui, vendredi, on verra si la jeunesse de l'opposition peut mobiliser, oui ou non. Le temps va nous juger. Dans quelques heures, nous allons sortir dans les rues de Thiès et ce sera l'occasion pour montrer aux Sénégalais qu'à Thiès, les jeunes de l'opposition ne passent pas leur temps à organiser des réunions dans des salons ou bien organiser des conférences de presse. Même le parti au pouvoir aujourd'hui ne peut mobiliser mieux que nous. Selon eux, cette marche est initiée pour dénoncer la mauvaise gestion du pouvoir. C'est de dénoncer avec fermeté les dérives du pouvoir. On peut en citer l'affaire Petrotim, des scandales comme le TER, le train dont le président Macky Sall veut mettre sur place au Sénégal. On va également parler des problèmes qui sont l'emprisonnement de Khalifa Sall et des détenus politiques de manière globale. Le vice-président du parti Réumi qui sera là avec l'ensemble des responsables de l'opposition. Idrissa Seck est le parrain de l'événement et les jeunes de Manko Wattu Sénégal comptent mobiliser tous les partis de l'opposition. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Au sujet des législatives de juillet prochain, tout ou presque tout est réuni pour que l'opposition aille en rond dispersé. Une liste unique, utopie vraisemblablement. Abdoul Mbaye n'y est pas favorable. C'est aussi le cas de certains leaders, même si des formations comme le PDS, Réumi, Bokk Gis Gis et le Grand Parti travaillent pour la mise en place d'une coalition. Georges Déthié Diop.
Au final, un vœu pieux, pas plus. Car au regard de certaines déclarations, de certaines positions affichées ou tues, une liste unique de l'opposition semble une chimère. Une liste unique d'une opposition, peut-être. Dans les manœuvres pour unir les opposants au régime de Macky Sall, Abdoulaye Wade a appelé des leaders de partis comme Idrissa Seck. Seulement, ce coup de fil de l'ancien président n'aura pas servi à grand-chose, du moins pour l'heure. Pas à grand-chose, même si la porte est entre-ouverte pour une jonction PDS-Réumi. Selon Yankhoba Diattara, il n'y a pas de négociation entre Idi, Karim et Wade. Réumi est en discussion avec le PDS, mais pas avec Abdoulaye Wade. Cela dans le dessein de mettre en place une large coalition. Le cas échéant, elle va regrouper le PDS, Réumi, le grand parti, Bok Gis Gis et Teki de Mamadou Lamine Diallo. Ça sera la liste unique d'une opposition. Abdoul Mbaye, lui, s'est déjà démarqué à travers sa récente sortie. L'ancien Premier ministre a acté son opposition à cette liste unifiée. Que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Abdoul Mbaye théorise la diversification des listes, donc plusieurs coalitions. PASTEF semble s'inscrire dans cette logique. Ousmane Sonko ne va pas s'allier au PDS. C'est clair, il travaille sur un regroupement avec des partis dont il partage la vision. Et comme chacun a sa vision, ça risque d'être une opposition dispersée. Plusieurs oppositions alors. Et le pouvoir ne demande pas mieux. Les acteurs culturels veulent siéger à l'Assemblée nationale. Le mouvement culturel pour le changement va se présenter aux prochaines législatives, seul ou avec un parti qui accepterait de prendre en charge leurs préoccupations. L'annonce de Djibi Guissé du groupe de musique Les Frères Guissé. Il est d'ailleurs l'initiateur du mouvement. Djibi Guissé est joint par Georges Dekediop. Les acteurs culturels eux-mêmes sont en train de s'organiser pour prendre leur destin en main. Parce que nous nous rendons compte que ça fait au moins une trentaine d'années, toutes les décisions culturelles sont prises à notre insu et que nous ne faisons qu'exécuter. Et avec l'expérience que nous avons, avec la connaissance de notre milieu et le savoir que nous avons, nous nous sommes dit qu'il est important aujourd'hui que les acteurs culturels aillent siéger dans les hautes instances de décision, telles que l'Assemblée nationale. Pourquoi l'Assemblée nationale d'abord? Parce que pourquoi l'Assemblée nationale? Parce qu'aujourd'hui, la loi sur la culture qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, c'est nous qui l'avions reçue. Ça a été rédigé par les acteurs des experts que nous ont envoyé la Banque mondiale. Ils ont mieux que les députés cette loi sur la culture. Alors, nous sommes les seuls à pouvoir le défendre. Nous avons sillonné le monde, nous avons l'expérience. Pourquoi attendre? Participer, ça suffit. Nous voulons que les hommes qui sont nommés dans les secteurs de la culture soient des hommes de culture. On ne veut plus être là à exécuter, à attendre. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser. Nous voulons faire de sorte que, avoir une reconnaissance pour aller ensemble avec une liste qui pourra nous faire confiance, qui pourra nous donner du respect. Parce qu'il y a les musiciens. Nous donnons un mot d'ordre à toute personne liée aux actes culturels d'aller s'inscrire, d'aller chercher le carte d'identité, le carte électeur. Parce que, effectivement, on va voir si on va avoir notre liste ou bien on va s'appuyer à une autre liste qui pourra nous faire confiance pour aller accéder à l'Assemblée. RFM, vous nous suivez à Ziguinchor sur la 92.0. Il est 12h07. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Ziguinchor va bénéficier d'un deuxième pont pour l'amélioration de la circulation sur le corridor Dakar-Lagos via Abidjan. Les études sont bouclées, la phase de recherche de financement est en cours. Tout cela a été annoncé par le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Aubin Sagna remettait ce matin à la Sotrazic 8 minibus. Sotrazic est une société en charge du transport entre Ziguinchor et des localités comme Pac et Brin. Correspondance Lamine Ba. L'infrastructure va être construite pour fluidifier le transport sur le corridor Dakar-Bissau-Abidjan-Lagos. C'est une annonce du secrétaire général du ministère des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement. Aubin Sagna, nous espérons très bientôt, en tout cas, la réalisation de second pont à Ziguinchor. Nous avons fait des études pour ce second pont. Évidemment, c'est la phase de recherche de financement, mais nous espérons qu'un second pont sera réalisé à Ziguinchor. Et ça participe de la réhabilitation du corridor qui va de Dakar jusqu'à Lagos, passant par Abidjan. Le secrétaire général du ministère est à Ziguinchor ce matin pour remettre à la Sotrazic, la société en charge de la gestion des bus de transport urbain, 8 minibus dans le cadre du programme de modernisation du transport urbain et du désenclavement. Ziguinchor avait déjà bénéficié
d'une première phase de 24 véhicules. En octobre 2015, nous avons rajouté 14 véhicules. Et aujourd'hui, nous avons mis encore à disposition de Ziguinchor 8 nouveaux véhicules, ce qui porte le parc total de minibus à 46. Mais la particularité des 8 minibus que nous venons de donner, c'est de permettre de desservir des populations comme celle de Mpac, comme celle de Brin. Ce sont des populations qui jusque-là ne faisaient pas partie du programme et qui d'ailleurs, me dit-on, avaient fait des manifestations pour demander l'arrivée de ces minibus. Les transporteurs qui ont réceptionné ces engins se sont félicités du geste du ministère des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement, une vieille doléance des populations des localités frontalières qui vient d'être satisfaite par les autorités. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. Le collectif des jeunes de Diamniadio Sud s'oppose à l'implantation d'une communauté appelée Église universelle du Royaume de Dieu. Ces jeunes disent qu'il est inacceptable que cette communauté ou la communauté en question recrute dans leur quartier de nouveaux adeptes. Ils ont écrit à l'autorité administrative pour l'informer. Le collectif des jeunes de Diamniadio Sud veut que cette communauté quitte leur quartier avant que l'irréparable ne se produise. Leur porte-parole s'appelle Mamadou Fall. Il est au micro d'Isidore Alexandre Sen. Nous sommes face à une situation alarmante. Donc des gens qui se réclament l'église universelle du Royaume de Dieu se sont venus installer au niveau de notre commune. Donc prétextant qu'ils sont des guérisseurs, donc ils ont commencé à mener leurs activités. Donc en menant leurs activités, on a vu qu'ils faisaient des discours radicaux et qu'ils essayaient de convaincre certains jeunes qui habitent à Diamniadio d'entrer dans leur religion. Et ce que nous n'accepterons pas. Donc c'est pour cela que le collectif s'est créé afin de défendre les intérêts de la commune de Diamniadio. Nous avons saisi le préfet. Donc nous avons fait des pétitions. Le préfet a sorti un arrêté préfectoral interdisant ces genres de pratiques dans la commune de Diamniadio. Et ces gens ne comptent pas laisser la commune de Diamniadio car ils sont partis dans un autre lieu et continuer leurs pratiques occultes. Donc c'est ce que nous dénonçons. Donc nous lançons un appel solennel aux autorités compétentes à réagir face à cette situation. Nous lançons aussi un appel aux guides religieux. Nos enfants et nos frères et nos sœurs, ils sont en train de les convertir, à leur faire entrer dans une autre religion dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Ils ont ciblé le quartier Diamniadio Sud. Donc ces gens qui se réclament comme de l'église universelle du Royaume de Dieu ont fait une plainte visant 15 jeunes qui habitent notre quartier. Ce que nous faisons actuellement, c'est un point de presse. Mais dans les prochains jours, nous comptons organiser une conférence de presse. Donc là vous n'êtes pas en train de violer le droit de culte. Je ne vais pas dire violer le droit de culte parce que bon, eux qui sont là, ils se limitaient juste à soigner. Mais si on part dans des maisons, il y a des jeunes qui habitent ici, des filles qui habitent ici et qui sont parvenus à les convaincre à entrer dans leur religion. Donc là, ils ont dépassé les limites. Vous exigez qu'ils quittent Diamniadio. Nous exigeons qu'ils quittent Diamniadio. Qu'ils partent dans d'autres lieux. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Nous parlons agriculture avec l'organisation des paysans du Sénégal affiliée à la FGTS qui était en assemblée générale à Tiawar, c'est dans la région de Saint-Louis, et c'était l'occasion pour l'EPS de soulever les problèmes des producteurs du delta du fleuve. Il s'agit du manque d'outils de travail, de la pénurie d'engrais subventionnés pour la campagne de contre-saison, entre l'organisation des paysans du Sénégal qui ne croit pas, l'organisation des paysans du Sénégal ne croit pas à l'autosuffisance en riz pour 2017 et réclame l'audit de ce programme et celui du CED Saint-Louis Mohamed Nabissila. À Diawar, dans la commune d'Oran, l'OPS, l'organisation des paysans du Sénégal, cherche le programme d'autosuffisance en riz et réclame l'audit de la CED et du PRACAS. Badara Sall, je suis le secrétaire général de l'organisation des paysans du Sénégal. Ce que j'ai à dire, il faut qu'on audite le PRACAS et il faut qu'on audite encore la SAED. Dans le delta, nous demandons au chef d'État, le matériel agricole est arrivé, mais ce n'est pas destiné à de bonnes mains. Pour que le Sénégal atteigne l'autosuffisance en riz d'ici 2021, rien n'est possible parce que la terre existe, mais il n'y a pas la main d'œuvre. En soutien aux paysans en difficulté, Sidi Ndiaye, secrétaire général de la FGTS, a interpellé les autorités sur le désenclavement et l'accès de la terre au profit des jeunes travailleurs. La FGTS s'engage aux côtés de ces travailleurs, ces jeunes, à faire en sorte que dans la vallée, que la terre revienne d'abord aux ayants droit, qu'on évite de spolier les paysans de leur terre et qu'on remette ça au niveau de la jeunesse qui est là, qui ne demande qu'à travailler. Que le matériel qui est venu ne soit pas détourné. Le syndicalisme, ce n'est pas seulement dans les grandes villes, à côté des ouvriers. Le monde paysan est là. L'OPS affilié à la FGTS menace de marcher vers Saint-Louis pour dénoncer le mal-vivre dans le delta du fleuve Sénégal, malgré les potentialités économiques qui existent dans la zone. RFM Saint-Louis,
Mohamed Nabissila. Vol de bétail, manque d'encadrement. Les éleveurs de Touba sont confrontés à ces problèmes qui freinent le développement de leurs activités. Ajouté à cela l'abattage clandestin. Et c'est pour cette raison que l'association des éleveurs de Touba s'est lancée dans une campagne de sensibilisation contre ce fléau. Correspondance Mohamed Diop. L'abattage clandestin est un phénomène très répandu à Touba et environ. L'association des éleveurs de Touba mène la croisade contre ce fléau. Falunium est le président de l'association. C'est pourquoi l'association des éleveurs de Touba, consciente de ce fait, s'est inscrite dans une perspective de sensibilisation. Et ceci ne doit pas être seulement l'affaire des éleveurs, mais c'est une lutte qui concerne aussi bien les autorités et surtout les populations qui sont les principaux consommateurs. L'association des éleveurs de Touba dénonce aussi le manque d'appui des autorités locales dans ce combat. Elle ne s'implique pas au problème des populations. Parce qu'une question aussi sérieuse que l'abattage clandestin ne doit pas être prise à la légère. Et c'est vrai que j'ai vu l'arrêté du maire interdisant l'abattage clandestin, mais ça ne suffit pas. Il doit être suivi de mesures d'accompagnement. Au-delà de ce problème crucial, les éleveurs de Touba sont confrontés à divers autres problèmes comme le vol de bétail qui hante leur sommeil. Le manque de moyens des éleveurs, le manque d'encadrement et surtout le vol fréquent de bétail. Vraiment, nous souffrons de ce vol. L'association des éleveurs de Touba, qui se veut au service exclusif du développement de l'élevage, a été créée en 2014. Elle compte à ce jour plus de 300 membres. Mohamed Diop, Touba, RFM. Culture, le Sénégal célèbre aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La cérémonie a eu lieu ce matin au Grand Théâtre. Entre le Sénégalais et la lecture, ce n'est pas le parfait amour. Ils sont peu nombreux, ceux qui prennent le temps de lire un ouvrage de quelque nature que ce soit. L'analphabétisme et le manque de temps font partie des raisons principales, mais il y a aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font leur effet. Mohamed Ali Mouba, le livre n'a pas la cote chez beaucoup de Sénégalais. Reportage. Nima Sadio a ce qu'elle appelle son vice. J'aime la lecture parce que c'est ma passion. Plus que tout, la lecture, sa meilleure passion. Les grands auteurs, ses amis, et il les aime tant qu'ils sont. Le dernier ouvrage que j'ai pu lire, c'est les Contemplations de Victor Hugo. Ça fait quelques mois. Quelques mois, oui. Pourquoi Hugo? Hugo. C'est l'un des meilleurs de sa génération. Ouais. Passion que ne partage guère Ibrahima, qui a pourtant une formation de littéraire. J'ai fait la série L2. Mais bon, la lecture, ce n'est pas mon fort. Là, moi, je me focalise le plus souvent sur le résumé des textes, le résumé des œuvres, etc. La Libye, tout trouvé, le temps, Jonas, s'emporte. Tu te lèves tôt, 5 heures du matin, tu descends tard, tu n'as pas le temps de te consacrer à la lecture. C'est prenant. Hein? La lecture, elle est prenante, ça prend du temps. Ça prend du temps, si tu as le temps. Courir derrière la dépense quotidienne tout en meublant son temps avec la lecture de journaux. C'est à ce jeu que se prête le vieux Adama chaque jour que Dieu fait. Ma lecture préférée actuellement, c'est les journaux. Mes 3 journaux, l'Observateur, le Quotidien et Tribune. Mais à part les journaux, vraiment les livres, je n'ai pas vraiment le temps. Par rapport le temps est très difficile, les gens sont très excités de telle sorte que le temps passe vite aussi. À part l'analphabétisme et la percée des réseaux sociaux, le prix élevé des ouvrages ou encore les livres volumineux font que beaucoup ne se consacrent plus à la lecture. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour, Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. Mauritanie, soulagement à l'issue du procès des jeunes activistes. 9 des 10 membres du mouvement citoyen ont été acquittés. La dernière prévenue a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Les jeunes étaient jugés à Nouakchott pour outrage aux forces de l'ordre et rassemblement non autorisé. Mohamed Diop à Nouakchott. Le soulagement était grand pour ces jeunes, dont de nombreux élèves qui avaient envahi le palais de justice de Nouakchott très tôt ce matin. À l'annonce du verdict, ils sont descendus dans les rues, manifester leur joie. En effet, une seule condamnation a été prononcée, 3 mois avec sursis. Les 9 autres prévenus ont été acquittés des accusations d'outrage aux forces de l'ordre et de rassemblement non autorisé. Le procès a duré 7 heures d'horloge. Le parquet avait requis des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme.
Ces jeunes qui appartiennent au mouvement citoyen Marche de la jeunesse mauritanienne avaient été arrêtés dimanche dernier. Ils réclamaient un meilleur accès à l'état civil, à la santé, à l'éducation et à l'emploi. Ils réclamaient également de la transparence dans les concours nationaux. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Et Amnesty International déclare que la condamnation de Oumou Kane, même avec sursis, vise à intimider les défenseurs des droits de l'homme et illustre la volonté des autorités de réprimer toute forme de dissidence. L'ONG ajoute que les autorités mauritaniennes doivent ouvrir une enquête sur le recours à la force dont la police a fait usage pour disperser les manifestants. Le référendum sur une révision de la Constitution aura lieu le 15 juillet. On parle toujours de la Mauritanie, Antoine. C'est une annonce du gouvernement. Les réformes visent notamment la suppression du Sénat et le changement du drapeau national. Selon un communiqué du gouvernement, le vote référendaire sera organisé sur la base de la liste électorale ayant servi pour le scrutin présidentiel de 2014 et révisé pour les besoins du référendum. Nigeria, 7 personnes meurent au moment où elles regardaient un match de football. Un câble électrique est tombé sur elles. 11 autres personnes ont été blessées hier soir alors que des supporters de Manchester United et d'Anderlecht s'étaient rassemblés dans la rue pour regarder le quart de finale de la Ligue des Champions. Un câble de haute tension a lâché. La chute a été causée par l'explosion d'un transformateur. Toutes les victimes sont mortes électrocutées. Malish, toutes les régions du Nord peuvent maintenant fonctionner avec leurs autorités intérimaires. Ces personnes sont chargées de restaurer l'État et préparer les prochaines élections. Les dernières autorités intérimaires ont pris fonction à Tombouctou et à Taoudéni. Le processus a été très difficile avec plusieurs blocages. Daoud Diouf. C'est suite à un accord signé en mai-juin 2015 que des autorités intérimaires ont été installées dans les 5 régions du Nord Mali. En vertu de l'accord de paix de 2015, les autorités intérimaires devront gérer les 5 régions du Nord en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Il faut dire que l'installation n'a pas été facile et que 4 reports consécutifs ont été connus. Le Congrès pour la justice dans l'Azawad qui s'opposait à l'installation a finalement libéré les checkpoints qui l'occupaient militairement aux enchères de la ville. Il faut dire aussi qu'il a fallu un nouveau gouvernement et notamment au nouveau ministre de la décentralisation, Alassane Ahmed Moussa, pour que les choses avancent. Les nouvelles autorités intérimaires doivent restaurer l'État et préparer les futures élections au Mali. Il faut signaler que la mise en place de ces autorités intérimaires a été laborieuse. Le Nord Mali est en guerre entre djihadistes et forces militaires maliennes, françaises et soldats des Nations Unies. France, nous reparlons de l'attentat sur les Champs-Élysées. Ce vendredi matin, Antoine, le chef de l'État français, François Hollande, a dirigé un conseil de défense à l'Élysée. Avant cela, il a promis une vigilance absolue pour sécuriser la présidentielle. Plusieurs candidats ont décidé d'annuler leur déplacement prévu aujourd'hui. L'assaillant qui a réussi à tuer un policier, rappelons-le, était connu des services de police. En 2005, il avait été condamné à 15 ans de prison pour tentative d'homicide sur agent de police pour des faits remontant à 2001. L'élection présidentielle, on en parle justement, le premier tour c'est dimanche. Les Français établis au Sénégal émettent des Français émettent des inquiétudes par rapport au fort taux d'abstention annoncé. Pour eux, cela se justifie par le ras-le-bol des Français. Ils se disent partagés entre la droite et la gauche. C'est un reportage aux alentours de l'Institut français signé Barthélémy Ngom. D'abord, une appréciation des différents candidats en lice. Aucun charisme. Non, il faut renouveler carrément la classe politique, éliminer tous ces gens, reprendre des jeunes, des nouveaux et tout. Genre, il y a toujours des scandales à répétition. Et les Français sont fatigués. Ils payent trop d'impôts. Malgré tout, certains croient toujours qu'il y en a parmi les candidats qui ont un bon programme. Mais tout n'est pas à prendre. Je suis partagé entre plusieurs candidats qui ont plusieurs points positifs, mais que tout n'est pas à prendre. En fait, il faudrait faire comme un kit, un puzzle, pour en prendre un petit peu une partie. Certains non, pas du tout, je rejette, mais certains sont, il y a des bonnes choses à prendre, il y a beaucoup de choses à remettre en route en France. Certains ont déjà voté par procuration, pour d'autres, ce sera le dimanche. Et c'est le cas de cette jeune Française. C'est leur responsabilité de voter. Vous allez voter qui? Le Pen, Fillon, qui? Moi, Le Pen. Non, je vais certainement pas voter Fillon. Je vais certainement pas voter Le Pen. Macron? C'est pas mon candidat idéal. En fait, j'ai pas de candidat idéal dans cette campagne. L'inquiétude aujourd'hui demeure le fort taux d'abstention annoncé par les sondages. Voici ce qu'il explique aux yeux
des Français rencontrés. Disons que je crois qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol, puis il y a eu la droite, il y a eu la gauche, et maintenant on ne sait plus si on va partir certains dans les extrêmes ou pas. Et c'est ça qui est dangereux. Les Français établis au Sénégal continuent de croire que leurs compatriotes iront voter. Je pense quand même que c'est criminel de ne pas voter. Le premier tour de la présidentielle en France est donc prévu le dimanche prochain. Merci Barthélémy Ngom et Antoine, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci à vous, Sorna Nata. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. L'issue unique de l'opposition aux prochaines législatives sera-t-elle possible? C'est le sujet de Point de vue. Le football d'abord, Youssouf Boudian, Ligue des champions en Europe, les affiches des demi-finales connues. Oui, Antoine, un duel entre deux clubs espagnols de Madrid, le Real et l'Atlético, finaliste de la saison dernière. La seconde demi-finale oppose l'AS Monaco à la Juventus de Turin. Des matchs difficiles en perspective, mais notre consultant donne l'avantage au Real Madrid, champion en titre, et à la Juventus de Turin. L'entraîneur de football, Bomar Tchoun, que je vous propose de suivre. Les matchs en eux-mêmes seront des matchs disputés. Rencontre de connaissances. Déjà, tout récemment, il y a eu un match nul entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Mais le Real avait à l'esprit déjà son tour suivant de Ligue des Champions contre les Allemands. Mais ce sera un match où les équipes se connaissent, les entraîneurs se connaissent également, mais je pense que le Real part avec un avantage psychologique pour avoir gagné la Ligue des Champions devant l'Atlético. Et depuis lors, l'Atlético a énormément de problèmes pour résister à la furia des Madrilènes. Je vois le Real passer, même si l'Atlético, de par le bagage de ses joueurs, de par la hargne de son entraîneur qui a transmis cette hargne de vaincre à son équipe, ne puisse permettre au Real de venir. Dans la deuxième demi-finale, le petit poussé, c'est Monaco. Mais c'est l'expérience de la Juventus qui peut-être pourrait prévaloir. Dans la mesure où la Juventus, jouant en match aller et retour, je pense que le Real Madrid, il serait bon d'avoir la Juventus en finale. Si le Real retrouve la Juventus en finale, ce sera très grande finale. Et sur un match, les supporters de Gareth Bale au niveau de son pays pourraient permettre au Real d'essayer, pourquoi pas, de faire ce qu'aucune équipe n'a pas réussi depuis très longtemps, c'est-à-dire conserver le trophée pendant 2 ans. Donc ce seront des matchs certes indécis, mais avec une légère préférence pour le Real Madrid et la Juventus, une finale qui serait une finale extrêmement intéressante. Momar Tchoun, Real Madrid, Atlético Madrid, AS Monaco, Juventus Turin, match aller 2 et 3 mai prochains. Les matchs retour une semaine plus tard en Europa League. On a aussi effectué donc les tirages au sort concernant les demi-finales Ajax Amsterdam, Lyon, Celta Vigo, Manchester United. Les matchs allaient prévus le 4 mai prochain. Le beach soccer, l'équipe nationale reçoit le drapeau national aujourd'hui. La cérémonie doit se dérouler tout à l'heure au ministère des Sports. Les 12 lions de la plage et leur staff quittent ensuite Dakar dans la soirée à 21h pour les Bahamas. Et ils vont y disputer la Coupe du Monde de beach soccer. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a pour objectif d'atteindre au moins les demi-finales. Nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur la cérémonie qui va démarrer d'un moment à l'autre au ministère des Sports. Ce sera avec Solocha. Cyclisme top, départ du Tour du Sénégal demain samedi. La succession de l'Algérie sera ouverte donc à partir de demain. Les coureurs viennent de pays africains mais aussi de l'Europe. Ils vont parcourir 5 régions du Sénégal. Les détails avec Solocha. La 16e édition du Tour du Sénégal verra la participation de 11 pays, dont 6 africains et 5 européens. 14 équipes seront en compétition pour succéder à l'Algérie, vainqueur de la précédente édition. Pour ce 16e tour, il y aura 8 étapes, dont une de plus que l'année dernière. Les cyclistes vont parcourir 1000 Une occasion pour le directeur du Tour de solliciter l'appui des maires, Michel Tchoub. Il y a quelques mairies avec qui nous avons pris contact, telles que la mairie de Pire par exemple. C'est la première fois qu'on arrive à Pire et le maire est vraiment engagé pour vraiment bouger là-bas, faire bouger. Nous avons contacté le maire de Saint-Louis, on attend sa réaction. Nous avons aussi contacté la mairie de Thiès, on attend leur réaction. Au niveau d'Angaparou, je pense que c'est déjà bon. On a fait plusieurs réunions avec la mairie parce que l'accueil était vraiment extraordinaire l'année passée à Angaparou, comme à Thiès. Donc
Donc on souhaite que les autres mairies aussi fassent la même chose, telle que Joal Fadiouth. La compétition va durer une semaine et au-delà du circuit, d'autres activités sont aussi prévues, nous dit Michel Chouba. Vous savez, le Tour du Sénégal, c'est un tour, c'est un village qui se déplace. Donc il n'y a pas que de la compétition. C'est-à-dire il y a des événements, les gens se distraient et tout ça. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Donc il y aura des soirées du Tour qui seront organisées par des sponsors, il y aura des danses, il y aura des chants et tout ça. Les cyclistes vont prendre départ à la zone industrielle de Yarar ce samedi. L'une des ambitions du directeur du Tour, atteindre la barre des 12 étapes afin de pouvoir parcourir les zones est et sud du Sénégal. Le départ donc prévu demain à Dakar lors de l'édition 2016. L'Algérien Abdellah Ben Youssef avait terminé avec les maillots jaunes et verts. Le Sénégal avait occupé la 12e place au classement général. Youssouf Bodian, merci pour cette page des sports. RFM, la chronique du jour. Législative de juillet prochain, les maires de Guédiawaye, Aliou Saleh, de Pikine, Abdoulaye Timbo, priés par le président Macky Sall de ne pas diriger les listes départementales de Benno Bokk Yakaar. Le chef de l'État veut-il éviter le syndrome des Wade? A juste raison, Mamoudou Brakan. Nous parlerons aujourd'hui de la famille présidentielle. Le sujet Aliou Saleh et Abdoulaye Timbo, maires respectifs de Guédiawaye et Pikine, est sur toutes les lèvres. Le pouvoir, particulièrement en Afrique, renseigne un ex-habitué des couloirs de palais présidentiel à quelque chose de maléfique qu'il vous rend sourd et aveugle. Et quand, en plus, vos proches et autres flagorneurs s'en mêlent, bonjour votre perte. Rapporté au cas du Sénégal, ce mal du pouvoir a déjà perdu plus d'un. Demandez aux Wade, père et fils, l'un comme l'autre vous répondra sans hésiter, mon Dieu, gardez-moi de ma famille, de mes amis, de mes courtisans. Longtemps exilé de manière voulue ou contrainte, c'est selon, l'ancien président Abdoulaye Wade et son fils Karim, dont les retours sont encore annoncés, auront à retrouver un pays d'un genre très particulier. Ils l'ont déjà appris à leurs dépens. Ceux qui vous flattent en vous faisant croire que vous êtes le meilleur et qu'après vous ce sera le déluge, sont les premiers à vous lâcher, à quitter le navire à la moindre tempête. Le président Macky Sall, qui hérite aujourd'hui du pouvoir, est, hypothèse de travail, a priori instruit par l'histoire. Une histoire trop récente pour être oubliée. C'est pourquoi la décision inspirée par le chef de l'État à son jeune frère Aliou Sall et à son oncle Abdoulaye Timbo de renoncer à conduire les listes de la coalition majoritaire à Guédiawaye et Pikine est d'une lucidité renversante. Le problème, ce n'est pas que l'opposition accusée de mensonge fasse croire à un projet de dévolution familiale monarchique, mais plutôt l'imprudence commise en amont et dont l'adversaire politique s'est saisi comme du pain béni. À moins qu'il s'agisse d'un ballon de sonde pour tester l'opinion et du coup la popularité des maires des deux villes de la banlieue dakaroise, cette décision du président Macky Sall nous semble être l'une des meilleures réponses au rassemblement politico-citoyen du 7 avril du mouvement Y en a marre. Une alerte qu'un président de la République en quête d'un renouvellement de majorité à l'Assemblée nationale ne saurait ignorer au risque de voir la rue s'embraser et son opposition de bonne guerre s'engouffrer dans la faille familiale. Mamoudou Brakan, la suite de cette chronique, il faut dire, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la réaction des partisans des deux maires? Le président Sall cédera-t-il à la pression? Vous tentez d'y répondre. Des réactions hostiles au renoncement d'Aliou Sall et d'Abdoulaye Timbo à diriger les listes des départements de Guédiawaye et Pikine, ça ne pouvait pas manquer. D'abord, les deux maires qui ont conquis à la régulière leur bastion ont des partisans qui pensent que sans leur leader, point de victoire du pouvoir dans la banlieue le 30 juillet Ont-ils raison ou tort? L'histoire le dira.
Sall et Timbo peuvent avoir le sentiment d'être victimes d'une injustice du fait d'être privés d'un droit reconnu à tout citoyen, celui d'être électeur et éligible dans les conditions définies par la loi. Sentiment d'injustice aussi et surtout de ne pas être les seuls membres de la famille présidentielle à vouloir siéger à l'Assemblée nationale et à avoir des ambitions politiques. Ensuite, du fait de son inorganisation, entendue au sens que l'APR n'a pas jugé nécessaire de se structurer depuis sa naissance dans l'opposition comme au pouvoir, le parti présidentiel n'a presque nulle part à travers le territoire un leader incontestable, encore moins incontesté. La seule constante, comme disait l'autre, est le président du parti. Tout le reste, que des variables. Une façon d'exister politiquement qui a ses avantages et ses inconvénients, mais avec plus d'inconvénients que d'avantages pour un parti de gouvernement. Cependant, si les réactions partisanes peuvent se comprendre, une certaine façon de les exprimer peut poser problème. Pour une formation politique de surcroît au pouvoir qui se nomme Alliance pour la République, s'en aller déverser sa colère partisane devant les grilles du palais de la République et sous la fenêtre du président de la République, ce n'est pas républicain. Les maires Aliou Sall et Abdoulaye Timbo seront-ils maintenus ou pas tête de liste? La balle est dans le camp du président Macky Sall qui aura à cœur de peser et sous-peser ce qu'il gagne et ce qu'il perd dans l'une ou dans l'autre hypothèse. Pile je gagne, face tu perds. Une vraie schizophrénie politique en vue des prochaines législatives. Faites vos choix. Georges Detchedjop. Mais où sont passés les faux billets, lesquels avaient valu à Thione Balagosek la prison? C'est la question que se pose ce matin le journal Walfadjri. Cela suite à l'ouverture des scellés qu'a noté l'Observateur. Elle a été reportée, précise Walfadjri. Selon mon confrère, le décompte exhaustif des faux billets a été compromis car seuls des échantillons ont été produits, obligeant le juge à renvoyer la partie. Les échantillons à proprement parler, l'Observateur les énumère. Quelques billets de 100 € et des mouchoirs verts ont été retrouvés dans le paquet. Conséquence, selon l'Obs, Thione dit être victime d'une arnaque. Le journal Le Quotidien qui titre à sa une que la défense lave Thione avec du Kleenex en référence au mouchoir retrouvé dans le paquet qui a servi d'échantillon. Eh bien, Le Quotidien souligne qu'il semble, à en croire ses proches, les proches de Thione, que la montagne a accouché d'une souris. En tous les cas, selon Walf Quotidien, l'enquête amorce un autre virage avec l'ouverture des scellés qui révèle autre chose que ce que la section recherche de la gendarmerie avait consigné dans le procès verbal d'enquête. Une autre affaire judiciaire, celle-là qui oppose Abdoul Mbaye à son ancienne épouse. Libération et plusieurs autres journaux renseignent que le tribunal a renvoyé aux 4 mains le procès pour faux présumé. Et à sa sortie d'audience hier, l'ancien Premier ministre a déclaré, je le cite, qu'il cherche à mettre fin à ma carrière politique. Ces propos font la une du journal Le Témoin. Abdoul Mbaye dit aussi être victime d'individus qui ne connaissent rien aux affaires d'État. Seulement, cela ne convainc nullement le parquet. Libération évoque à ce propos un réquisitoire de feu de l'adjoint du procureur. Synthèse d'un document en date du 14 décembre 2016 et dans lequel le procureur donne les raisons qui doivent motiver des poursuites contre Abdoul Mbaye pour complicité de faux commis dans un document administratif et usage de faux, à lire à la page 5 de Libération. Nous restons avec Abdoul Mbaye, mais cette fois-ci, c'est pour parler des élections législatives de juillet prochain. Selon Sud Quotidien, Abdoul Mbaye s'oppose à une liste unifiée de l'opposition. Nous sommes pour des coalitions, nous ne sommes pas pour une coalition unique parce que simplement nous avons le souci de rester fidèles à nos choix idéologiques, à nos choix politiques et l'on applique la règle selon laquelle ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est ce qu'a fait savoir le leader du parti Acte. Enquête s'intéresse au même sujet et parle de première fausse note, non sans mettre en évidence les propos de Abdoul Mbaye qui, selon Enquête, théorise la diversification des listes. En tous les cas, à Touba Mbaké, c'est le fils du Khalif qui est pressenti tête de liste de l'opposition. C'est ce que dit Vox
Populi. L'Observateur le confirme. Selon le journal du groupe Futur Média, Wade enrôle le fils du Khalif général des Mourides, Serigne Abdou Samad Mbacké Matiley. L'Obs qui met plus en évidence un autre sujet, le statut du chef de l'opposition. Pour l'Obs, Macky est pris à son piège. Son annonce de désigner le chef de l'opposition après les législatives est malvenue si l'on en croit l'Observateur. L'opposition se focalise plus sur la dynamique unitaire qui se dessine dans le but d'imposer une cohabitation à Macky Sall. L'Obs a donné la parole à 2 enseignants-chercheurs à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils ont décelé un piège pour diviser l'opposition. À la une de l'As, bradage des terres du Fouta au groupe Adoa. Selon mon confrère, les Marocains s'adjugent 10 000 hectares. Le plus troublant dans tout cela est que, pour bénéficier de ce bail qui va s'étendre sur 40 ans pour un projet risicole, les Marocains n'ont mis sur la table que 2 milliards de francs CFA. Et dans la zone, cela ne plaît pas. Conséquence, selon l'As, une vague de contestation s'annonce. En sport, Sadio Mané occupe la une de Stade et celle de Vox Sport. L'international sénégalais est le seul Africain à figurer dans le 11 type de la saison en Angleterre. D'où ce titre de Stade, Sadio Mané, ambassadeur de l'Afrique. Pour Vox Sport, Sadio Mané, meilleur Africain d'Angleterre. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Liste unique de l'opposition aux prochaines législatives, est-il possible? Vous avez la parole. 2 intervenants sont déjà en ligne. Dembo Sakho, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire national adjoint chargé des adhésions et des rencontres à Acte, une formation politique dirigée par l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Yankoba Diattara, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire politique du parti Réumi. Alors, nous allons rapidement aborder ce débat sur la liste unique de l'opposition. D'abord, Dembo Sakho, liste unique, vous êtes contre, disons, vous êtes en faveur d'une diversification des listes. Est-ce que cela ne va pas affaiblir l'opposition face au pouvoir? Oui, bonjour Antoine. Je vous remercie de m'avoir interpellé sur ce sujet et saluer les éditeurs de la RFM qui nous écoutent. En fait, c'est pour rappeler un peu des motivations qui ont emporté le président Abdoul Mbaye à s'engager dans la politique. Le président Abdoul Mbaye s'est engagé en politique à la demande des citoyens sénégalais apolitiques qui ne veulent plus être dirigés par cette classe politique traditionnelle qui a montré sa limite. Oui, cela dit, s'allier avec des partis politiques qui ont gouverné le pays pendant 12 ans et ont été démis par le peuple sénégalais il y a 5 ans n'a pas de sens pour nous. Quel parti par exemple? Enfin, je ne veux pas citer de parti, mais c'est le PDS. C'est le PDS, oui, certainement, parce que c'est eux qui ont dirigé le pays pendant 12 ans. Il y avait aussi le Parti Socialiste qui a dirigé le pays pendant 4 ans. Et que le peuple a démis, 40 ans, que le peuple a démis. Donc nous à l'acte, dirigé par le président Abdoul Mbaye, nous avons estimé qu'il faut amener, par exemple, un sang nouveau dans la gestion des affaires publiques. Et ça, c'est à la demande de beaucoup de Sénégalais qui ne se reconnaissent plus vraiment dans certains partis politiques traditionnels qui ont demandé vraiment à se lancer dans sa politique, à se lancer dans la politique et se joindre à l'acte qui est une alliance pour la citoyenneté et le travail. Très bien, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, Yankoba Diattara, une liste unique de l'opposition, c'est possible? Oui, Antoine, je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier et saluer vos auditeurs et saluer naturellement M. Sakho. Naturellement, depuis le début, nous avons toujours théorisé et souhaité et travaillé à la constitution d'une liste unique de l'opposition. Pour nous, le réalisme politique voudrait quand même que l'opposition, dans sa globalité, puisse s'allier et s'entendre sur une liste unique pour maximiser les chances de l'opposition, donc pour gagner ces élections législatives. Et ça, c'est lié également à la configuration donc des élections législatives. Vous savez, les élections législatives sont assez différentes quand même des élections présidentielles. C'est ce qu'on appelle le raw-gad. Donc c'est en général, donc c'est la liste qui arrive naturellement en tête au niveau des départements qui passent, quelle que soit naturellement donc la différence. Même d'une voix, vous perdez la totalité des postes en compétition au niveau départemental. Donc la configuration des types d'élections
c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'opposition a intérêt à aller ensemble, en rang serré à ces élections-là. Sans quoi elle va perdre? Oui. Non, ça n'est pas perdre. Mais peut-être pour avoir une majorité, comme nous l'avons souhaité, comme nous le souhaitons à l'Assemblée à ces élections, il nous faut aller ensemble. Et je pense que l'expérience donc des élections référendaires tout récemment a démontré que ensemble unis, on peut faire face au pouvoir. Vous souhaitez, oui, parce que tout simplement, il faut que les gens comprennent la configuration politique du pays. Le pays aujourd'hui est divisé entre deux camps. Il y a le camp de l'opposition et le camp du pouvoir. Et les forces politiques sont un peu dispersées. Et l'avantage d'un parti au pouvoir, c'est par ses moyens et par son personnel politique d'encadrement, c'est au moins d'avoir la chance de pouvoir, sur certains départements où l'opposition n'est pas assez représentée, donc de mettre une opacité au niveau de ces départements. Donc, l'intérêt de l'opposition se trouve dans un groupage, dans une unité, dans une coalition forte pour maximiser nos chances. Justement, vous souhaitez une liste unique. Mais dans la réalité, est-ce que ce n'est pas quelque part une chimère? Non, du tout. Parce que tout simplement, nous estimons que si nous mettons de côté les intérêts particuliers ou partisans, donc c'est difficile. Mais dans l'unité, on peut préserver l'intérêt général du pays. C'est d'avoir en fait une majorité confortable à l'Assemblée nationale capable de représenter dignement le peuple sénégalais, mais également aller même jusqu'à peut-être avec une majorité à l'Assemblée nationale, avoir un gouvernement qui pourra apporter les changements nécessaires dans la gouvernance. Je reviens à vous tout à l'heure, oui. Disons, Dembo Sakho, alors, pour boucler avec vous, est-ce que vous êtes assez fort, je parle de votre formation, pour pouvoir faire bouger les choses? En fait, Antoine, nous ne pouvons pas encore savoir notre force tant qu'on n'est pas sorti de ces élections. Nous, notre préoccupation, c'est de permettre aux citoyens sénégalais, lambda, qui ne se reconnaissent plus dans la façon de faire de la politique par les autres formations traditionnelles, de se joindre à l'acte. C'est-à-dire leur permettre un choix nouveau, qui n'est pas d'élire, par exemple, les politiciens qui ont déjà gouverné et qui ont montré leurs limites. Pour faire face au pouvoir. Oui, c'est-à-dire la politique. Au Sénégal, l'électorat sénégalais n'est pas composé que des politiciens professionnels. C'est-à-dire il y a les Sénégalais lambda qui souffrent des manœuvres politiciennes orchestrées par les politiciens professionnels, qui veulent aussi faire un autre choix. Un choix sur un dirigeant nouveau qui va amener du sang neuf dans la gestion des affaires publiques. C'est ça. Oui, mais vous avez été dans la gestion des affaires publiques avec le régime actuel. Oui, mais là... Oui, non, attention. Là, c'est le président Abdoul Mbaye qui a été dans la gestion des affaires publiques en tant que technocrate. C'est votre leader. C'est notre leader en tant que technocrate. Mais là, c'est différent parce que là, il est entouré d'autres Sénégalais dans un dispositif politique qui est l'Alliance pour la citoyenneté et le travail et ses alliés. Très bien. Très bien. Nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Merci Dembo Sakho du parti politique ACT. On termine avec vous, Yankoba Diatara. Vous serez, si les choses se réalisent, avec le PDS, Bokk Gis Gis, le grand parti, entre autres. Où en êtes-vous avec ces partis dans les discussions, en résumé? Oui, Antoine, je voudrais aussi vraiment apporter une pression par rapport à l'intervention de M. Sakho. Je pense que M. Sakho, quand même, il faut dire que certainement c'est un vierge politique, c'est un bébé politique. Il vient de démarrer peut-être avec M. Mbaye. Mais il faut reconnaître quand même ce qu'il dit, c'est de la prétention. Il faut quand même reconnaître par rapport à Abdoul Mbaye qui a accepté d'être le premier ministre de Macky Sall, qui aussi s'est confondu à la gestion de Wade pendant 8 ans, n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Nous ne sommes pas des politiciens professionnels, nous sommes des hommes politiques. Très bien. Et nous travaillons à la gestion de ce pays. Il faut que les gens aient vraiment raison garder, quoi. Ce qu'ils prétendent dire là, ça ne tient pas la route. Parce que nous n'avons rien à recevoir de qui que ce soit. Si Abdoul Mbaye est aujourd'hui homme politique, c'est parce que peut-être aujourd'hui, par des circonstances, il a été nommé Premier ministre par Macky Sall, qui a été 8 ans le premier proche collaborateur d'Abdoulaye Wade. Donc, il avait accepté
vraiment en toute connaissance de cause qu'il avait affaire à un homme politique. Très bien. Et en quelques secondes, où en êtes-vous dans les discussions? Les discussions se passent très bien au niveau donc de la coalition. Comme je vous ai dit, le socle qui a été stabilisé aujourd'hui au niveau de l'opposition. Donc c'est vraiment l'opposition dans le cadre du Manko Wattu Sénégal, c'est un socle de 6 partis. Donc que sont le PDS, donc le Rewmi, donc le Bokk Gis Gis, donc le grand parti de Malick Gakou, le AJ de Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo de Tekki. Naturellement, nous sommes en négociation aussi avancée avec le camp de Khalifa Sall, avec qui nous pensons pouvoir nous retrouver pour constituer une opposition forte capable de faire face donc au parti au pouvoir qui aujourd'hui, je pense, a montré ses limites et avec qui quand même nous pensons pouvoir avoir une victoire sur elle. Donc lui lors des prochaines élections. Yankoba Diatara de Rewmi, je vous remercie. C'est fini pour cette édition. Le rappel des 2 principaux titres. Les jeunes de l'opposition dans la rue cet après-midi. C'est une marche qui va se dérouler à Thiès. Et puis élection législative de juillet 2017, la liste unique de l'opposition autour de laquelle on a beaucoup disserté risque d'être une simple utopie. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Mamadou Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf, 13h, Sokhna Ngoné Ngom. Tout de suite, ce public reportage avant Dialgati Xibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Union européenne, mbootaay